On se retrouve pour la toute première interview de 2024 et pour cette interview, j'accueille sur le podcast Marie Najdi qui a cofondé Réussite, une entreprise qui conçoit, qui fabrique également des couverts réutilisables en trèche de bière. Mais Marie va en parler beaucoup mieux que moi. Salut Marie. Salut, merci de m'accueillir. Merci à toi de venir prendre la parole sur le podcast. On s'est rencontrés il y a quelques années maintenant. Oui, c'est vrai. Quand tu étais en plein développement, en pleine recherche et développement sur cette entreprise. Et on ne s'était pas forcément recroisés depuis. Non, c'est vrai. On s'est vu en 2019. C'est ça. Et je pense qu'il s'est passé beaucoup de choses, que j'ai vu pas mal de posts passer. Oui. J'avais vraiment hâte de t'entendre sur ton parcours, sur ton histoire. Et justement, est-ce que pour les auditeurs qui ne te connaissent pas, tu pourrais te présenter, s'il te plaît ? Bien sûr. Avec Armand, on a cofondé Réussite, donc une société qui est d'une marque de vaisselle naturelle, française, réutilisable et en fin de vie compostable domestiquement. Donc l'aventure a commencé en 2019 et on a créé la société en 2021, donc 2 ans après la recherche et développement. Ok, génial. Une entreprise un peu incroyable, je dirais. Est-ce que tu viens d'un domaine similaire à celui-ci? Enfin, comment t'es venue l'idée? Parce que... moi, je suis originaire de Montpellier à la base. Tu vois, j'ai même l'accent qui revient quand je dis Montpellier. Et je suis arrivée à Lyon en 2018. Et j'ai toujours été intéressée pour travailler dans le secteur de l'emballage alimentaire. Tu vois, au lycée, j'avais cette idée, pas depuis toujours, depuis le lycée, quand on commençait à regarder ce qu'on voulait faire. Et d'ailleurs, mes 2 frères aussi, vous savez très tôt ce qu'on voulait faire. Je sais pas comment nos parents nous ont élevés, mais en tout cas, on a tous les 3 su très vite ce qu'on voulait faire. Et moi, j'ai orienté toutes mes études dans l'agroalimentaire. Je voulais intégrer une école d'ingénieur, ce que j'ai fait c'était après le bac. J'ai fait d'abord une fac, et puis après j'ai intégré sur concours, et il y avait plusieurs écoles, et j'ai trouvé Montpellier, du coup, une école d'agroalimentaire. Et j'ai choisi cette école pour la spécialité emballage qu'elle avait à l'époque. Et j'ai fait tous mes stages et mon parcours pro, parce que j'ai pas entrepris tout de suite. J'ai fait un stage, je m'en rappelle très bien, d'abord aux Pays-Bas, sur la salade, tu vois, en sachet, où on étudiait la salade en sachet sur sa durée de conservation pour qu'elle puisse durer le plus longtemps possible. Donc, il y avait l'oxygène à l'intérieur, le CO2, le traitement de la laitue, parce que les laitues, elles sont traitées, et l'emballage qu'on utilisait. Donc, c'était vraiment très laboratoire. Et après, j'ai fait plutôt des grands groupes, donc Pernod Ricard, quand j'étais en stage de fin d'études. Donc là, les vins et spiritueux, et j'ai étudié énormément les coffrets, tu vois, de vins et spiritueux. Donc, c'était du coffret, on appelait ça emballage secondaire. Donc, le bois, c'était vraiment des super trucs de luxe pour des marques, donc cognac, la marque Martel de cognac, et des marques de champagne, Perrier-Jouët notamment, et Moum. C'était un très beau stage, j'ai beaucoup aimé, et après j'ai rejoint la grande distribution, donc ça c'était mon premier poste, on va dire. J'étais responsable tout de suite, donc j'étais jeune, j'avais 22-23 ans, et j'ai remplacé une personne en congé maternité qui est d'ailleurs pendant 1 an. Après j'ai continué, c'était 6 mois plus encore 6 mois, et là on était 2 à ce poste-là de responsable emballage au niveau France et après Europe. Et il y a quoi chez Unilever? Il y a une 50aine de marques, on avait toutes les 2 25 marques, tu vois. Donc je suis passée à 3 marques, tu vois, chez Martel et Perrier-Jouët, et chez Unilever avec 25 marques. Donc Unilever, c'est un grand groupe qui regroupe notamment les marques food, donc Knorr, Ben & Jerry's. Donc c'est le petit U qu'on voit derrière certains emballages. La partie plutôt cosmétique, personal care, ils appelaient ça Dove, Axe, Rexona, Mon Savon. Et la partie home care, donc plutôt les produits d'entretien. Donc je travaillais sur Domestos. Enfin, il y avait plein de marques, et marques de lessive. Et là, c'était vraiment les PLV, tu vois, beaucoup dans les promotions, les lots, les PLV. Donc là, avec plein d'équipes, donc la market, la qualité, là, on bossait en équipe pluridisciplinaire sur toutes ces marques-là, et comment faire en sorte qu'elles soient visibles et, tu vois, vendues, toute la promotion dans les grandes et moyennes surfaces. Et c'est chez Unilever que j'ai eu un peu l'envie d'entreprendre. C'est pendant mon boulot que j'ai eu cette envie-là. Parce qu'on te laissait la place, ou au contraire parce que tu l'avais pas forcément? Il y a eu 2 choses. Il y a eu ce côté, oui, en effet, j'avais énormément de taf. J'étais à Rueil-Malmaison. En plus, c'est la vie parisienne au boulot, je trouvais très différente de Lyon. Et j'avais énormément de taf, mais j'avais pas un manque de liberté, pas plus que ça. Mais je rencontrais pas mal de personnes chez Unilever qui avaient des projets.
et notamment je me rappelle très bien, qui partait en Amérique du Sud, tu vois, faire un tour en vélo et aller rencontrer des initiatives. Et je me dis, punaise, il y en a, ils ont quand même des projets, tu vois. Lui, c'était un stagiaire, il était chez Unilever en même temps que moi. Et puis, je pense qu'il y a eu quand même un sujet, c'était les réseaux sociaux, à l'époque, qui m'ont beaucoup alertée sur les dangers du plastique. Donc, c'est ça surtout que je me rappelle très bien, d'être au bureau et de voir les pailles, tu vois, dans les narines des tortues. Tu vois, et qu'on les retirait et que les estomacs des baleines. Enfin, c'était à l'époque de 2017. Maintenant, tout le monde le connaît, ce sujet. C'est vrai. Mais c'était les premières grosses alertes. Et je me suis dit, on ne peut pas continuer à vivre sur une planète où, en fait, on puis là, est envahi de plastique. Directement concernée dans le cadre de ton travail. Exactement. Et donc, je me sentais concernée. C'est exactement ça. Et je me disais, attends, moi, je fais des PLV toute la journée, des lots. C'est que des lots en plastique, c'est du carton. Même si j'avais, on va dire, dans mes objectifs, de réduire l'impact d'emballage. Donc, c'était mon objectif. Mais je me disais, la promotion, tu vois, qu'on met sur ces produits-là pour les vendre et les emballages que ça génère. Et donc, cette envie de réduire et d'avoir aussi un projet avec un impact et du sens, c'est là que ça a démarré. Ouais. Ok. Et du coup, tu entreprends pas toute seule en plus ? Non, pas toute seule et pas tout de suite. D'abord, on est en 2018, je fais un voyage à l'étranger. Donc là, on a créé une association avec une amie à l'époque pour rencontrer les initiatives au Costa Rica, en Colombie, au Brésil. Et moi, je traverse des moments très difficiles de ma vie personnelle. Et donc, ce voyage se passe pas hyper bien, tu vois, par exemple. Et donc, c'était une première phase aussi d'entrepreneuriat où je suis partie avec quelqu'un, on a monté un projet financier, on a récolté quand même pas mal d'argent pour être Pierre Fabre, de faire Decathlon, nous avait passé du matos, tu vois. Génial. Pour un projet où on avait pour objectif de rencontrer des initiatives en Amérique du Sud, Latine et Amérique du Sud, qui réduisaient, réutilisaient, remplaçaient le plastique. Donc, on a sélectionné des pays, et c'était le Costa Rica, la Colombie, le Brésil, et il y avait aussi... Ouais, c'est ça, c'est des 3 pays. Je suis impressionnée, c'est déjà tellement courageux d'avoir un projet comme celui-là. Ça veut dire que du coup, tu quittes ton job aussi à ce moment-là, ou t'étais quand même toujours salariée ? J'étais salariée, et je savais que mon contrat se terminait. On est en 2018, début 2018, si je ne me trompe pas. Oui, c'est ça. Il faut se replonger dans les souvenirs. C'est ça, ouais. Et j'ai eu un contrat de 6 mois de remplacement congé mat. Et après, il s'est prolongé pendant 6 mois. Et je savais que je terminais février-mars, je crois. Et je ne savais même pas s'il me reprolongeait. Et je me rappelle que mon boss, je le vois en réunion. Et il me dit... même, il me fait des super compliments. Il me dit, je sais que tu seras manageuse plus tard. Tu as les capacités. Et lui, il prenait pas les décisions finales. Il disait, je sais pas si on peut te garder encore. Et je sais qu'une semaine avant, il m'a dit, on peut te garder. Et je dis, mais c'est trop tard, en fait. Moi, j'ai ce projet-là et j'en avais parlé. Il m'avait dit, mais go, en fait, Marie, pars, parce qu'il faut que tu vives ça aussi. Moi, j'aurais ton âge, je le ferais. Et en même temps, il était hyper transparent. Il aurait aimé... Mais c'est pas lui qui prenait la décision parce qu'il y avait quelqu'un au-dessus de lui. Il disait, moi, je suis ravie, quoi, tu vas compter, mais je comprends ton projet dans un sens, quoi. Donc, je travaillais déjà ce projet à l'époque. Je pense qu'il faut des personnes comme ça aussi qui te donnent un aval. C'est vrai que ça m'est arrivé aussi. Juste avant de lancer ma première entreprise, pareil, j'avais 21 ans, j'étais dans une alternance où ça se passait pas bien du tout, pour le coup. Et j'avais rencontré un patron d'une autre entreprise qui me voulait absolument dans ses équipes. Et je me rappellerai toujours, et je lui ai dit, Frédéric, en fait, je vais pas venir parce que j'ai ce projet. Et il m'a redemandé, mais t'es sûre ? Enfin, il voulait vraiment. Et quand je lui parlais de mon projet avec tellement de cœur et d'envie, qu'il m'a dit, vas-y. Vas-y, ouais, mais je trouve que c'est hyper honnête, et je sais pas comment dire, ils te donnent un peu pas leur décision, mais ils font comprendre que c'est quelque chose qui, ça se voit, que ça t'anime, donc vas-y, quoi. Et je trouve ça hyper important parce que je ne sais pas, toi, par rapport à ton environnement familial, comment c'est perçu. Mais moi, je viens pas du tout d'un environnement d'entrepreneur. Et c'est vrai que du coup, on se demande un peu ce que je vais faire. Oui, non, mais et c'est tout vrai. le monde s'inquiète. Ouais. Et le fait qu'il y ait un entrepreneur qui me dise vas-y, je me suis dit ok, c'était l'aval dont j'avais besoin parce que je l'avais pas ailleurs. Non, mais c'est vrai, je comprends ce que tu veux dire. Moi non plus, je viens pas d'une famille d'entrepreneurs du tout. Mes parents sont plus dans le secteur de la santé, tu vois. Et mon père est médecin et ma mère a travaillé plutôt en tant que diététicienne surtout. Elle a fait plusieurs choses, mais c'était en tout cas le métier qu'elle a le plus exercé.
Et donc pas du tout entrepreneur, mais j'ai jamais eu mes parents m'ont toujours soutenue dans ce que je voulais faire, et donc j'ai jamais senti qu'est-ce qu'elle fait, pourquoi elle fait ça, elle va jamais y arriver. Je pense que ça m'aurait fait quelque chose, et au contraire j'ai une famille, que ce soit mes frères, que ce soit mes parents qui me soutiennent, ouais. Et en fait, j'ai envie de dire qu'après, quand tu crois fermement en ton projet, tu vois, peu importe, tu y vas et tu le fais, et point barre, quoi. Ouais. Mais donc, du coup, tu as cet aval à ce moment-là, quand même, pour partir en Colombie, notamment. Oui, alors lui, il m'a surtout apporté une vision un peu professionnelle sur ce que je pouvais améliorer aussi pour la suite, mais le projet, il a pas forcément suivi. Enfin, c'est pas. Mais il m'a dit, enfin, c'est génial ce que vous allez faire, et donc on fait ça, et ça dure 3 mois. Et j'avais déjà, moi, postulé, tu vois, même pendant le début d'année 2018, à des écoles de commerce. Parce que j'avais envie d'entreprendre, mais je sentais que j'avais pas les compétences en marketing, en business, financement, commercial, mais pas du tout, parce que la dernière année de mon école d'ingé, j'ai fait un Erasmus au Danemark pendant 6 mois, et eux, c'était l'année où ils faisaient les cours, enfin, dernière année d'école d'ingé, tu fais souvent marketing, commercial, tu vois un peu ces parties-là, légèrement, mais moi, j'avais vu que de la technique, vraiment pur ingénieur. Et du coup, si j'entreprenais, je me dis, je serais incapable de savoir gérer une boîte. Tu vois, c'est vraiment une pensée que j'ai eue. Et donc, j'avais envie de rejoindre une école de commerce. Et j'ai postulé à plusieurs, et j'étais prise à Lyon. Donc, je savais qu'avant ce voyage-là, j'étais prise à Lyon en septembre. Et donc, j'emménage en septembre 2018. Et c'est un master entrepreneuriat, management de l'innovation. Et c'est là que je rencontre mon associé. Et c'est là que c'est vraiment à l'école que le projet a démarré. À la base, c'était un projet de création d'entreprise qui avait un module dédié pour en 3-4 mois. Donc, on était 6. On était 6 au démarrage. Alors, je pense bien à eux parce qu'ils suivent, hein, ils ont suivi le projet et ils suivent encore. Et c'était un projet où on avait envie de travailler sur la thématique du plastique. Et je me souviens très bien avoir abordé le sujet parce qu'il fallait créer des groupes, tu vois. Enfin, bref, c'est tout un sujet d'école. Et puis après, sur quels déchets plastiques on partait. C'était le premier pas. Et à la cafétéria de l'école, moi, j'étais impressionnée de voir autant de vaisselle en plastique. C'était une école privée par rapport au public que j'ai toujours fait. Donc, il y a des couverts, des gobelets, des touillettes, tout est en plastique, que ce soit sur place ou à emporter. Et donc, on jette, et on est plus de 1000. Enfin, c'est vraiment, il y a plein entre les enseignants, plus les élèves, ça fait une sacrée quantité de vaisselle. Tu dis déjà à l'échelle d'une école. Oui. Alors, tu commences... Ouais. Donc, déjà, on voyait large, ça. Ouais, ok. On voyait déjà école. Et on s'est dit, ah ouais. Mais moi, je me posais des questions, mais pourquoi ils n'ont pas de la vaisselle en inox, en fait, ou de la vaisselle en dur sur place? Et j'ai creusé, je suis allée petit à petit voir les responsables, et une personne me dit, on n'a pas de lave-vaisselle. Ah d'accord, et pourquoi pas acheter un lave-vaisselle pour faire de la vaisselle en dur, en fait, sur place? Non, on préfère commander chez nos fournisseurs. Donc, c'est les 3 gros fournisseurs de la restauration, c'est Sodexo, Elior et Compass. Et donc eux, ils passent par ces prestataires, ils préfèrent acheter et jeter. Sauf que la loi déjà à GEC, à l'époque, on en parlait, elle n'était pas encore passée pour interdire la vaisselle. Tu sais, la vaisselle en plastique à usage unique. Et on sentait que c'était en cours, et ils ont commencé, eux, à remplacer les couverts en plastique par des couverts en bois. Ok. Et moi, j'ai commencé à interviewer les étudiants en me disant, c'est peut-être un sujet. Et en effet, les couverts bois, je disais comment vous consommez, quelles sont vos habitudes, quels produits vous prenez, qu'est-ce que vous pensez des couverts, donc des questions assez ouvertes. Et j'avais ce retour de les couverts en bois, c'est vraiment désagréable et râpeux en bouche. Et j'avais 98% de réponses là-dessus. Et après, mais non, mais de toute façon, je les jette aussi, parce que je vais pas les réutiliser. Donc, est-ce que tu prends tes propres couverts? Bah non, parce qu'après, j'ai pas de boîte. Si je prends moi mes propres couverts de chez moi, il me faudrait une boîte. Donc, tu notes tout ça. Ouais, en effet, s'il faut qu'il prenne ses propres couverts, il faut qu'il ait une boîte pour les mettre dans son sac. Donc, je commençais à étudier le besoin consommateur. C'est hyper intéressant, le cheminement. Ouais. C'est génial. Le cheminement était comme ça. Et puis, on était 6 à l'époque. Donc, chacun avait un sujet en particulier. Je me rappelle, on s'était séparé les tâches. Et à la fin, c'était en 2019, on devait choisir un stage de fin d'études. Soit on était incubé
dans l'école, pré-incubés, soit les gens partaient en stage d'entreprise. Donc ceux qui voulaient pas entreprendre ont fait des stages en entreprise, surtout dans l'innovation. Et je me souviens très bien, on était chez Armand, dans sa cuisine d'ailleurs, on avait fait des prototypes, ça j'en parlerai aussi dans la R&D, des prototypes de couverts. Et on se pose la question, est-ce que tu veux continuer ? Et il me dit, bah oui, et je dis, bah moi aussi. Et on a fait notre stage de fin d'études en pré-incubation sur le projet Reuse-It, qui d'ailleurs à l'époque ne s'appelait pas encore Reuse-It, je pense. C'est incroyable, ok. Ouais, et puis donc la thématique des couverts, et puis après on s'est questionné sur si on les fait pas en plastique ni en bois, à partir de quelle matière on les fait. C'est clair. Et on s'est interrogé, et avec Armand, on était hyper alignés sur la thématique de l'économie circulaire. Partir d'un produit déjà existant pour en faire un matériau qui, après, in fine, soit se recycle, soit se réutilise, soit se revalorise, mais qui n'est pas un déchet qui va rester sur Terre en tant que tel, non utilisé, quoi, et qui disparaissent. Et donc, ce côté un peu éphémère, boucle, cercle vertueux, ne pas accumuler des éléments sur Terre et de savoir plus quoi en faire. Et notamment la vaisselle, parce qu'elle met des millions d'années avant de pouvoir... milliers d'années, pas millions, mais milliers d'années avant de se dégrader, parce qu'il y a des microparticules de plastique partout. Et il faut savoir qu'en Europe, c'est 1000 milliards, ça c'est intéressant de le savoir, 1000 milliards de couverts jetés chaque année en Europe. Hallucinant. En Europe. En Europe. Hallucinant. Et c'est énorme. Un trilliard, ça parle pas, donc je préfère dire 1000 milliards, mais c'est colossal et c'est que la partie couvert. Donc la partie vaisselle, ça englobe bien sûr d'autres produits. Et donc on s'est attaqué à ce sujet du déchet plastique à usage unique dans la restauration à emporter. Pour assurer la transition vers un monde sans déchets. Et pour revenir au sujet de quelle matière on allait utiliser, on regardait les alternatives qui existaient. Et puis, et moi aussi, je me suis servi de ce que j'ai vu à l'époque en Amérique latine, pendant l'année. Et on avait vu, et puis j'avais vu un projet en Inde de couverts comestibles à l'époque. Et puis il y a une entreprise française qui s'est créée aussi. Et en Pologne aussi, il y avait des assiettes en son de blé. Donc on s'est dit, mais la céréale, ça peut être utilisé pour fabriquer de la vaisselle. Et donc on est parti de la céréale de manière générale, puis après de la drèche de bière, parce qu'en allant rencontrer les brasseurs, juste à côté, il y avait les 3 brasseurs à Écully, à côté de notre campus. Et en visitant, ils nous montraient, ils sont passionnés, les brasseurs, leur processus de brassage et leurs déchets. Et à la fin, on voyait ça, et pour 1000 litres de bière, c'est 300 kilos de drèche générée. Donc la drèche de bière, c'est l'orge issue du processus de brassage qui, in fine, est jetée. Parce que cette orge-là, on puise en fait l'amidon de la graine. Et cet amidon, c'est une chaîne complexe de glucides. Et le sucre, on en fait de l'alcool. Donc on puise cet amidon-là, mais la graine, après, elle est dans l'eau chaude et faut l'évacuer des cuves. Et j'imagine même pas les grands groupes, les grands brasseurs, les kilos et kilos de drèche. Mais ça veut dire aussi que pour les brasseurs, ça doit être un coût énorme pour pouvoir en faire quelque chose après. C'est vrai que ça, c'était un coût pour eux logistique et aussi de prestataires qui devaient venir récupérer ça. Et donc, on s'est rendu compte que on résolvait à la fois un projet, on avait un impact économique parce que eux, on travaille avec aujourd'hui une société qui va récupérer gratuitement cette drèche de bière. Alors normalement, ils font appel à des prestataires qui viennent récupérer chez eux la drèche pour en faire on ne sait pas trop quoi parce eux, ils n'ont pas de visibilité, mais ils payent chaque année pour ça. Et donc il y a un poids économique, il y a un poids aussi écologique. Donc en fait, on revalorise aussi quelque chose qui est déjà existant. Et on en leur enlève une épine du pied en fait, et que eux ils soient aussi satisfaits que cette matière-là puisse être revalorisée pour en faire un nouveau matériau et qui puisse des couverts. Et donc on a rencontré fil en aiguille une société à Lyon qui s'appelle Maltivore. Et qui peuvent d'ailleurs leur servir aussi. Parce que je pense aux trois brasseurs, à Ninkasi, possiblement, ils peuvent être utilisateurs en plus de ce produit final. Oui, exactement. Mais Ninkasi est un client. Ouais. Mais d'ailleurs, c'est comme ça qu'on s'était rencontrés. Pour la petite histoire pour les auditeurs. On avait fait une présentation de nos startups respectives auprès des équipes de Ninkasi, notamment de Christophe Fargier, qui
qui nous avait accueillis chaleureusement. Je pense que je me rappellerai toujours de ce moment-là, qui avait été hyper stressant, je pense, pour toutes les personnes qui présentaient leur projet. Mais c'était vraiment un très, 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 très bon moment, quoi. Oui, et Christophe, il est, je trouve, très impliqué dans le tissu entrepreneurial lyonnais et il essaie de mettre les initiatives. Lyonnais et pas que, ouais. Et plus même maintenant, ouais. Et ils ont pour vocation de s'étendre, donc ils ont une ambition très forte. Et je trouve nous, c'est notre mentor aujourd'hui, via le MEDEF. Okay. Donc, il nous accompagne et sur les sujets financiers, sur les sujets de production, commerciaux. Okay. Donc, c'est drôle, maintenant, la boucle est bouclée. La boucle est bouclée. Et ils utilisent aussi les couverts, oui. Ok. Et donc, en effet, les brasseurs peuvent être, s'il y a un côté restauration, utiliser les couverts à la fin pour leurs clients. Et on parlait de la drèche de bière et le suivi des couverts. Donc voilà, il y a le stage, je ne sais plus où j'en étais, mais je crois que le stage... on fait 6 mois de stage avec Armand et on a testé... c'était aussi l'objectif de tester l'association. 6 mois de stage dans l'incubateur, du coup. Donc en fait, vous faites votre stage pour votre propre compte, finalement. Exactement. C'est ça? Ouais, c'est que c'est pas un stage conventionné par une entreprise, c'est pas habituel, enfin c'est pas conventionné de manière classique, c'est une pré-incubation et nous on a un document comme quoi on est pré-incubé à l'EM Lyon. Et moi à l'époque je touchais le chômage parce que c'est comme j'ai bossé, j'ai touché le chômage pendant plusieurs mois. C'est une partie de financement qui est intéressante aussi pour celles et ceux qui disent j'ai un projet mais que j'ai pas de financement, si on en parlait aussi. Que moi j'ai essayé à chaque fois d'avoir des échéances qui m'ont permis d'entreprendre malgré aussi la situation financière dans laquelle on était, quoi. Donc là, c'est là qu'on plonge dans l'univers de la recherche et développement qui a été très longue et très complexe. Oui, parce que c'est bien beau. Vous savez que vous voulez faire des couverts. Vous savez que maintenant vous voulez utiliser la drèche de bière. Oui. Mais maintenant, il faut passer à toute la partie recherche, industrialisation, j'imagine. Enfin, on rentre dans clairement d'autres sujets. Oui. Et c'est là que ça a été long. Donc, ça a duré 2 ans. Il y a eu le Covid en plus au milieu. On a réussi à trouver un partenaire qui est, on va dire, dans la recherche des biomatériaux. Et donc, à partir de la drèche de bière et de liant naturel, on a créé une formule 100% naturelle qui a, elle, pour avantage de pouvoir s'injecter, donc se produire, on va dire, dans l'industrie plastique actuelle. Comme la loi est passée, nous, on s'est rendu compte qu'on pouvait... La loi est passée en quelle année ? 2021, c'était l'arrêt des couverts. 2020, c'était déjà l'arrêt des gobelets, je crois, à l'époque. Donc 2020, il y avait déjà une interdiction. T'étais en plein dans la vague. De toute façon, c'était maintenant et pas un autre moment, quoi. Donc 2019, je me souviens qu'on se disait, on a 2 ans pour arriver à 2021, l'arrêt du plastique. Si je me trompe pas, je suis peut-être pas exact sur les échéances. Non, c'est plutôt un ordre d'idée. Un ordre d'idée. Et donc, on se plonge dans cette R&D et il faut savoir qu'on répond en fait à la fois à un besoin des brasseurs de revaloriser cette drèche de bière. On a une opportunité légale. Ça, c'est hyper important aussi dans un business parce que finalement, la loi est de notre côté et donc nos clients vont rechercher des alternatives pour remplacer le plastique. Donc, toute la restauration emportée. Et la partie consommateur final qui a été... l'argument clé, c'était je veux manger avec des couverts qui sont vraiment lisses en bouche parce qu'aujourd'hui, c'est râpeux, quoi. Et donc, on a développé une formule qui puisse répondre à tous ces personnes-là. Et donc, on répond à 4 besoins, quoi. Et c'est ça qui aussi a fait qu'on a eu ces opportunités-là qui nous ont permis de vendre. Et aujourd'hui, on est en 2023. 2020, 2021, c'était la R&D. 2021, on crée la société. 2022, c'est la création de notre moule industriel. Donc là, comme on est dans l'industrie plastique, on s'est dit... donc à l'époque, on réfléchissait à créer une formule, mais on ne savait pas du tout quelle usine trouver. Et en fait, au final, au début, on avait même compressé la poudre, mais c'était économiquement pas viable. Et donc, on s'est penché vers les industriels qui, eux, nous ont dit, on n'a plus de formule, on n'a plus de nos clients... arrête de nous commander, quoi. En 2020, je me souviens qu'on a rencontré, en janvier 2020, un industriel qui travaillait avec Bonduel, qui faisait toutes les petites couverts, fourchettes en plastique dans les boîtes. Ouais. C'est 9 millions de fourchettes. Il m'a dit, j'ai 0 cette année. Et du coup, je lui ai dit, mais vous saviez que la loi allait passer ? Non, mais on pensait qu'elle ne passerait jamais.
Ok. Et donc les industriels, donc, ils n'ont pas du tout anticipé. Et ils nous ont dit, en réunion, on en a rencontré trois différents. En région Auvergne-Rhône-Alpes, c'est une des régions les plus riches dans la plasturgie, vers Oyonnax et vers Thiers. Et ils nous ont dit, développer une formule qui va s'adapter à nos outillages, en fait. Nous, on a tout le savoir-faire. Ça fait plus de 60 ans que le plastique existe. Hein. Et du coup, on est parti là-dessus, sur développer une formule qui va s'adapter à leurs outillages. Et au début, on a fonctionné avec un moule déjà existant. Donc, ça a été très complexe d'avoir cette formule qui coche toutes les cases, résistante aux températures chaudes, solide, fonctionnelle. Et ça, t'es capable d'y travailler, toi, par ton cursus d'ingé ? Ou alors, vous avez là aussi d'autres prestataires qui vous aident à développer la formule ? On a trouvé des prestataires. Comment ça se passe ? Et ça a été un long cheminement de trouver un partenaire industriel. Donc, on a contacté plusieurs, même des écoles d'ingénieurs, des chercheurs. Et en fait, on s'est rendu compte qu'il y avait vraiment quelqu'un qui a à la fois la vision labo, mais aussi la vision industrielle et commerciale. Si ça reste qu'à l'échelle laboratoire, ça ne se vend pas, en fait. C'est-à-dire que les personnes, ils n'arrivent pas à passer à comment je fais à l'échelle supérieure. Parce qu'au laboratoire, donc, on a nos paillasses et on fait notre propre formule, mais dans quelle machine on utilise, comment ça s'injecte, à quelle vitesse. Et ça doit être hallucinant. Et en fait, il y en a, ils ne savent pas. Donc, ils ne sont pas du tout industriels. Donc, on a dû trouver un partenaire qui ait ces trois volets, en fait. R&D, indus et commercial. Et qui voyait le potentiel et qui aussi voyait... on peut faire des couverts, mais on peut faire plein d'autres objets, en fait, avec notre matériau. Notre matériau, c'est vraiment un matériau d'avenir qui révolutionne la vaisselle à emporter, quoi. Et quand tu dis que vous cherchez tous ces partenaires, c'est des partenaires qui vous accompagnent gracieusement, entre guillemets, et qui s'investissent dans le projet, ou comment tu fais ? Parce qu'à un moment, il faut de l'argent. Ouais. Et c'est vrai que la thématique du financement va rentrer. Ce sont des prestations. Donc, on paye des partenaires industriels. Et donc, pour ça, on est allé chercher des sous auprès de la BPI. Rapidement, la BPI, c'est la banque des entrepreneurs qu'il faut aller voir le plus rapidement possible. Donc, on a une bourse French Tech. C'est la première subvention qu'on ait eue. De 30 000 €. Et puis après, on a eu une aide de la région via le dispositif Startup & Go Émergence. Et ensuite, on a eu un prêt pour notre moule avec BNP Paribas qui nous a soutenus en 3 mois. Dans BNP Paribas, ils ont été extrêmement rapides. Donc, 2020, BPI et région. Et puis après, plutôt banque avec les prêts. C'est vrai que BPI, ça peut être un bon accélérateur. Nous aussi, on a bénéficié de la bourse French Tech. Alors, je crois que c'était 20 000 pour nous. Mais c'est vrai que c'est un accélérateur. Et en plus, c'est un tremplin vis-à-vis des banques. Complètement. Parce que ça rassure. Parce que le dossier, il a déjà été étudié par BPI qui voit passer un sacré nombre de projets. Oui. C'est vrai que quand on obtient ce type de bourse... Pour la suite, c'est hyper valorisant au-delà du plan financier, quoi. C'est vrai. Et puis, je me rappelle qu'à l'époque, celle qui était responsable de notre dossier, et aujourd'hui, celui qui le replante, ce sont des ingénieurs. Et notamment, elle a fait une école dans l'industrie plastique. Okay. Donc, elle connaissait, en fait, le sujet. Et ça, c'est un accélérateur énorme d'avoir une personne qui connaissait le secteur et qui voyait l'opportunité légale et qui disait, oui, il faut développer, en effet, des nouveaux matériaux. Et notre matériau, on avait un cahier des charges extrêmement solide, en fait. Et ça aussi, on n'a jamais lâché sur il faut qu'il soit comme ça, parce que les gens vont pas manger avec une cuillère qui va se ramollir dans le yaourt, en fait. Et c'est pas possible. Donc, il y avait plein de sujets techniques très complexes sur la prise d'humidité, la résistance aux températures, même au niveau industriel aussi, qu'il fallait trouver... le procédé, donc ça c'était vraiment aussi un vrai sujet, il y en a plein, il y a l'injection, il y a le thermoformage, donc on est parti sur l'injection et aujourd'hui on a une capacité d'1 million, tu vois, de couverts par an et encore c'est pas grand chose par rapport à nos ambitions futures, quoi. Donc il y a eu tous ces... c'est vrai que la technique et le financier doivent être mêlés parce qu'on doit présenter en fait un dossier technique à BPI France avec tous les devis en face de ça va coûter tant, quoi. Ok. Ton associé, c'est quoi sa spécificité ? Aujourd'hui ou lui, de son profil ? Même son profil, tu vois, comment vous répartissez en fait les tâches, lui, Armand, il fait ses études à Lille. Il est ingénieur généraliste. Ingé aussi, ok.
Et on s'est rencontrés à l'EM, donc on a tous les deux la casquette ingé commerce. Ouais, mais je pense que du coup, c'est indispensable. C'est pour ça que je te posais la question, parce que là, on est vraiment tellement dans de la technique. Oui, qu'il n'y a pas tout le monde qui peut le comprendre. Oui, c'est vrai. Nous, on comprend très bien. Moi, jamais, pour le coup, j'ai monté plusieurs business, mais jamais j'aurais pu monter. J'aurais pu me lancer là-dedans. Bah non, en fait, à un moment... C'est vrai que moi, je me sentais à l'aise parce que c'était un milieu, même si l'injection, je ne connais pas, toutes mes études m'ont orientée sur créer un produit alimentaire à l'échelle industrielle. Donc ça allait. Et puis Armand, il a en même temps, je dis ça, je me permets de te couper parce que je repense à Elena, dont on parlait tout à l'heure en off. Elena qui est intervenue aussi sur le podcast et qui a aussi monté une boîte dans l'industrie, voilà, et qui pourtant vient pas de ce milieu-là, de ce domaine-là, quoi. C'est vrai. Donc en fait, après aussi... Quand t'as une idée, t'apprends très très vite. Ça, c'est quelque chose que j'ai pu constater dans mon parcours d'entrepreneur, c'est que je me suis jamais mis aucune limite. Alors si, celle-là peut-être. En tout cas, tu vois, je suis jamais allée sur des sujets aussi tech. Mais et à la fois, je te dis ça. Et puis nos shows, c'était très technique. On savait absolument pas développer dans un autre milieu. Mais quand tu sais pas, mais que t'es animé par un pourquoi et que tu sais que tu dois aller sur ce projet-là parce que, voilà, encore une fois, ça t'anime profondément, ben, t'apprends. Et t'apprends à la vitesse de l'éclair, quoi. Oui. En plus. Il faut que tu sois à l'éclair parce qu'il faut aller vite aussi pour pas être dépassé, pour être copié. La concurrence arrive vite aussi. Ben oui. Et parce qu'à un moment, je pense que vous n'êtes pas tout seul à chercher une solution, une alternative au couvert en plastique. Et je trouve que même en 2023, il n'y a pas grand-chose. Hein. Ah ouais. Et tant mieux pour nous parce qu'on a une place. Alors après, il y en a peut-être beaucoup qui ont essayé puis qui n'ont pas réussi parce qu'il y a ça aussi, on n'en parle pas, mais tous ceux qui montent des projets pour qui ça ne va pas au bout, ça ne marche pas. Ouais, c'est vrai. C'est bien vrai. Et on n'est pas nombreux, je trouve, à trouver une alternative vraiment, en tout cas, dans le développement de nouveaux matériaux. Donc Armand, lui, il est ingénieur généraliste et il avait surtout une affinité pour la partie stratégie industrielle beaucoup et la partie design. Donc c'est vrai que ce qui est marrant au début de l'histoire, on était dans la cuisine d'Armand et on avait fait notre propre moule. C'est-à-dire que vraiment on est parti d'un couvert qu'on avait fabriqué nous-mêmes avec de la drèche de bière, mais on avait, si tu veux, fait des prototypes d'impression 3D de fourchette. Donc Armand, lui, il maîtrisait beaucoup mieux ça que moi, tu vois. Donc plutôt partie développement, design et co-conception, et puis stratégie industrielle, et moi plus terrain, commercial, market, communication, et on travaille le financement à deux. Aujourd'hui, c'est toujours comment est la répartition. Et à l'époque, on avait fait des couverts, du coup des fourchettes en 3D qu'on avait mis dans de la silicone liquide, dans un cadre pâtissier. Et on avait donc le moule s'était formé en fait autour de ces formes-là. Et on avait pris de la drèche de bière des Trois Brasseurs qu'on avait mis dans les moules et qu'on avait mis au four. Et donc on présentait ces petits prototypes et les gens nous disaient mais c'est comestible ce que vous faites? Et on disait non, c'est pas pour vocation d'être comestible, mais du coup ça va se casser, mais du coup faut. Et là je notais, ok, il faut que ça soit solide, ok. Et c'est là que j'ai eu je notais les phrases vraiment de ce que les personnes me disaient. Donc, moi, je veux pas que ça se ramolisse dans mon yaourt, etc., etc. Jusqu'à après développer le produit. Et du coup, aujourd'hui, c'est toujours le cas sur la partie répartition, pour répondre à ta question. Ouais. Mais tu vois, je pense à un sujet, encore une fois, que tu as en commun avec Elena. Oui, beaucoup. C'est qu'elle elle disait, moi, je suis allée avec mes prototypes, c'était imprésentable. Ah mais oui. C'était horrible. Mais en fait, j'avais besoin de récolter des retours et tout. Et t'as fait la même chose. Et ce qu'on avait dit dans cet épisode, c'est que, en fait, pour le coup, tu y vas avec ton ego un peu de côté en te disant c'est pour faire avancer mon projet. Mais tu sais que t'as besoin de ces retours-là. Et si t'attends que ton produit soit parfait, ben, soit il verra jamais le jour. C'est ça. Soit tu vas être dépassé par d'autres. Oui. Il faut vraiment pas. Et on a plein de croyances limitantes, beaucoup. Et en tant que femme, énormément. Donc, je suis dans un incubateur de femmes entrepreneurs et équipes mixtes. Et il y a des sujets beaucoup sur comment faire en sorte que les femmes entreprennent et développent leurs projets et casser aussi toutes ces croyances limitantes qu'on a. D'avoir peur de ne pas être prise au sérieux, par exemple. Et c'est ça, et du coup d'avoir peur de rencontrer. Moi, j'ai beaucoup de femmes qui viennent me voir et qui me disent « J'ai peur, Marie, de montrer mon projet. » Mais t'as peur de quoi, en fait? T'aimerais que quelqu'un développe la même chose que toi? Non, mais alors vas-y, go, en fait, c'est maintenant ou jamais. Si t'oses pas le faire, d'autres le feront à ta place. C'est ça, d'autres le feront à ta place. Et il faut avoir... moi, je pense que je
je peux pas dire que je m'oublie, mais je veux dire que je vais pas prendre personnellement le sujet. Si on me dit le couvert, il convient pas, je vais pas dire que c'est ma faute. Je vais me dire très bien, j'ai l'argument clé pour avancer. Pourquoi il convient pas ? Parce que il se casse, d'accord ? Du coup, il faut quoi ? Un couvert solide. Très bien. Et du coup, je notais, et moi je me dis c'est génial, ça marche pas. Moi, aujourd'hui, même ma coloc, elle a fait une marque de bijoux, mais j'ai une énorme problématique. Là, je dois faire une bague, et elle se faisait une montagne sur un problème, tu vois, de la bague. Et j'ai dit mais c'est génial, t'as un problème. Et elle me disait c'est génial d'avoir un problème. Je dis c'est génial, et c'est ça en fait, c'est trouver que le problème est une source d'inspiration et d'enrichissement forte. Et du coup, moi, je me suis dit, c'est génial, il y a un problème. Et comment on résout ? Et comment on avance ? C'est génial ce message. Et du coup, on rentre bien dans la thématique de l'imprévu, des obstacles, etc. En tout cas, moi, c'est un message que je défends. C'est que si tu penses que ton parcours va être sans embûches, va être lisse, que tu n'auras pas de problème, pas de difficulté, pas de challenge, non. Te lance pas dans l'entrepreneuriat. Non, ouais. Parce que ça fait partie du jeu. Et effectivement... notre objectif en tant qu'entrepreneur, c'est de toujours trouver des solutions, de réussir à rebondir et puis de faire encore mieux que ce qu'on avait imaginé, quoi. C'est ça. Et c'est qu'on n'aurait jamais imaginé carrément d'en être là aujourd'hui. Et il me disait heureusement qu'on ne savait pas à quoi s'attendre. Parce que s'il y a cette inconscience ou naïveté, même si je trouve que ces termes sont assez forts, parce qu'on n'est pas non plus naïf en entreprenant, parce qu'on sait qu'on va monter une boîte, mais dans un sens où en même temps, tu ne sais pas de toute façon. Tu peux pas prévoir. Tu peux pas tout, tu peux pas anticiper, tu peux pas prévoir, mais il faut quand même avoir une certaine responsabilité. Tu vois, ça, je pense qu'aujourd'hui, nous, on va déposer un brevet. Enfin, c'est un sujet qui est important, complexe, technique, industriel. Et il faut qu'on soit responsable, en fait, de ça. Et c'est important d'avoir aussi les épaules pour ça. Voilà, aussi. Même si on était inconscient de tout ce qu'on allait rencontrer, quoi. Mais là aussi, tu peux y travailler. C'est-à-dire qu'à un moment... Il y a des choses, tu te casses la figure parfois en cours de route, et c'est ça qui t'aide aussi à te renforcer et à devenir plus résilient. Oui, beaucoup. Ouais, je pense qu'on c'est pas forcément acquis, t'es pas né comme ça. Pas du tout. Mais c'est au fur et à mesure, on se dit ah ouais, quand t'as un compte ta trésor qui diminue, c'est là que tu te dis en effet, il faut que j'anticipe des financements, il faut que je fasse un plan de trésorerie sur plusieurs mois. Et c'est là qu'on se dit ouais, en fait, il faut bâtir. C'est l'étape d'après. Et là, t'es un chef d'entreprise avec toutes les casquettes, quoi. C'est ça. C'est là que tu parles de R&D. Donc, c'est déjà une grosse étape. Mais après, tu as toute la partie chef d'entreprise, donc commercial, com, market, financement. RH. Ouais, et c'est là qu'on se rend compte dans quoi Vous avez changé de métier, là. C'est ça. Tu vois, c'est vraiment passé de... On n'a pas de produit. Donc, c'est la découverte et c'est... on sait quelles sont les directives à donner à nos prestataires et comment on peut y arriver. On a vraiment des partenaires clés dans le projet qui nous accompagnent et qui sont formidables, vraiment, parce que trouver des personnes comme ça, c'est pas tous les jours. Quand tu parles de partenaires, vous avez aussi des investisseurs, c'est ça ? Là, je parle des partenaires industriels. D'accord. Donc, on a vraiment, dans notre chaîne de valeur, on a les fournisseurs de matières premières. On a un formulateur, un partenaire R&D qui a fait la formule avec nous. Et on a après l'injecteur, donc le producteur des couverts. Okay. Et après, c'est distribué au niveau national. Okay. Et après, en effet, dans l'investissement, on a un investisseur qui est rentré au capital à la création de la société en 2021. Okay. Et après, aujourd'hui, on prépare notre levée de fonds seed, quoi, pour accélérer le développement. Ok. Et combien parce que levée de fonds seed, alors pour le coup, moi qui suis aussi rentrée dans les levées de fonds, ça me parle. Ça parlera certainement pas à tout le monde. Nous, on nous avait conseillé, on a aussi beaucoup été accompagnés. Je pense que là, c'est une partie très importante d'être accompagné par des incubateurs, des coachs, des mentors. Suivant votre besoin, nous, c'était industriel, donc on était avec les CAM. Puis après, on a voulu accélérer sur la partie commerciale, donc avec les Premières, un incubateur de femmes entrepreneurs et équipes mixtes. Et en effet, on nous a dit d'abord faire tous les financements atteignables sans se diluer, donc ne pas diluer, ne pas avoir des investisseurs à son capital. Surtout que si tu dilues trop tôt, tu dilues aussi beaucoup. Parce que tu peux pas forcément valoriser exactement à la hauteur de ce que tu aimerais. C'est ça. Et nous, il fallait qu'on tienne en fait, jusqu'à la commercialisation, parce qu'entre 2019 et 2023, qui a été le début de la commercialisation, il fallait tenir, quoi. Oui, c'est ça. Donc là, on est dans de la recherche et développement. Ouais.
Et puis après... juste des investissements, mais il n'y a aucune rentrée parce qu'il n'y a pas de produit à vendre. C'est ça. Et après, on a un investisseur qui est rentré au capital qui nous a permis de continuer l'aventure, de nous rémunérer. Même c'est là qu'on a commencé à se rémunérer en 2021. Et après, on a commencé à vendre les premiers produits. Même en 2021, on vendait des duos fourchette-cuillère avec un ancien moule, enfin un moule qui ne nous appartenait pas. Je dis ancien moule, mais c'est un moule qui était chez l'industriel et donc qu'il avait dans son inventaire et qu'on a utilisé. Jusqu'à après, nous, avoir les clés, on va dire les critères techniques pour pouvoir développer notre propre moule. Donc aujourd'hui, on est propriétaire de notre moule industriel. Et fin 2022, ça marque le développement de ce kit complet, donc fourchette, cuillère, couteau. Donc on développe des couverts. C'est que j'ai même pas évoqué qu'on faisait des couverts aussi, quand on a commencé par ça. On a parlé au début quand même. Mais après, on va faire toute une gamme de vaisselle. Donc on a commencé par ça, et donc fourchette, cuillère, couteau. Et début de la commercialisation, on a fait une campagne de crowdfunding. Okay. Et ça, c'était important pour lancer le projet. Et ensuite, on a fait des ventes toute cette année. Et là, on fait une levée de fonds pour accélérer notre développement, donc développer de nouveaux produits. Mais avant ça, il faut recruter déjà une équipe avec du marketing, de la logistique, du commercial, parce qu'on a besoin de ces profils-là en interne. On n'est que 3 aujourd'hui. Okay. 2 cofondateurs et une personne en charge de communication, qui est aussi une aide énorme sur la partie commerciale. Elle est multicasquette aussi, Eva. Et donc, ce trio-là fonctionne très bien, mais ne nous permet pas... Assumer aussi les ambitions qui arrivent. Exactement, d'aller vers les ambitions qu'on a aujourd'hui. Et donc, cette levée de fonds nous permettra d'accélérer et de pouvoir atteindre le chiffre d'affaires qu'on veut faire, atteindre les marchés qu'on veut aussi atteindre. Tu vois, il y a le marché, si on parle du marché de la vaisselle, c'est colossal parce qu'il y a à la fois, quand on mange à emporter, c'est la restauration commerciale, toutes les fast-foods, il y a aussi le circuit des boulangeries, des cafés, on parle aussi des grandes et moyennes surfaces. Quand on a un événement, on a un anniversaire, on va acheter des couverts dans les supermarchés ou en ligne, donc toutes les marketplaces en ligne. Il y a toute la partie outdoor, donc quand on cherche... chez Decathlon, chez Intersport, tu vois, des boutiques, des couverts, c'est pareil. Enfin, je veux dire, il y en a partout. Et donc, on a segmenté. Il y a aussi l'événementiel, beaucoup. Donc, aujourd'hui, on a segmenté ce marché. Structuré. Parce qu'à un moment, de toute façon, à vous 2 et vous 3, vous ne pouviez pas aller partout. Donc là, maintenant, il faut une équipe. Chacun qui s'occupe d'un secteur, j'imagine. Pas tout de suite, mais c'est avoir au moins une personne en commerce qui puisse... Nous, on a peut-être 300 prospects, tu vois, qui nous ont contactés naturellement via les salons, le site, de bouche à oreille. Et du coup, moi, je peux pas suivre tous ces prospects. Et donc sinon, t'as plus de vie et encore. Je suis même pas sûre que ce soit suffisant. Ouais, c'est lent le commerce et il y a besoin de se déplacer, d'envoyer des échantillons, de relancer, d'appeler. Donc moi, j'ai connu ça cette année. Et j'ai hâte d'avoir... J'étais frustrée cette année en me disant c'est dommage parce qu'on n'a pas l'équipe pour assumer en fait cette... Et en même temps, c'est pas grave, on a testé plein de marchés différents. Et puis step by step. Vous avez déjà vendu combien de couverts ? Là, on a vendu plus de 25 000. Ok, c'est énorme déjà. Couverts. C'est déjà pas mal. Sur l'année, c'est pas nos objectifs qu'on s'était fixés, mais on a rencontré plein de problématiques. Donc là, on avait les imprévus, tu vois, du commerce. Enfin, les imprévus, je pense que tu en as eu plus d'un parce que on survole quand même la R&D. Moi, il y a une question avant que tu me parles de cet imprévu-là, du coup, que tu voulais évoquer, enfin de ces imprévus. C'est quand même pendant toute la période de R&D, quoi qu'on en dise, je pense qu'il y a des moments où c'était plus difficile et où tu te demandais si tu arriverais à avoir ton produit fini, non ? Oui, on s'est beaucoup posé cette question-là. Tout le temps, on se disait, mais est-ce qu'on va y arriver, quoi ? Est-ce qu'on va y arriver ? C'est les questions qui revenaient tout le temps. Jusqu'à après, moi, j'ai jamais voulu arrêter. Je me suis jamais dit, il faut abandonner, en fait. Mais je me suis dit, est-ce qu'on va y arriver ? Est-ce qu'on va y arriver vraiment à pouvoir avoir un produit qui soit accepté et donc vendable, en fait, que quelqu'un est capable de mettre de l'argent pour acheter ton produit, quoi. Donc, cette question-là est beaucoup revenue. Je pense qu'il y a eu des phases vraiment. Le Covid nous a pas arrêtés. Je me rappelle avoir envoyé des lots encore de drèche de bière à la poste, tu sais, avant que la porte se ferme et qu'on soit confinés. Vraiment, j'étais la dernière à rentrer à la poste. Il y a des choses comme ça qui se sont passées où je me dis...
waouh, je suis la dernière à rentrer, le colis il est parti, la personne en R&D elle avait encore son laboratoire et elle a continué, tu vois, les recherches. Et je me dis tout s'est joué à rien, si vous étiez entre guillemets dans cette période, ça vous laissait peut-être un peu plus de temps. Oui, nous le Covid nous a pas radicalement, sauf qu'on était à distance avec Armand, donc on travaillait à distance. Et puis là, c'est vrai qu'il y a eu les coups de mou, quoi, de chacun, de se dire, en plus, t'es confiné, c'est pas... Armand, c'était beaucoup plus dur que moi, son confinement. Moi, je l'ai pas non plus... Enfin, plus dur dans le sens où il était plus isolé, quoi. Ouais. Il était pas dans un lieu où il aurait aimé être, je le sais. Et puis, moi, ça allait encore, mais c'était compliqué, ouais, quand même. Mais jamais lâché parce qu'on avait... On avait les financements aussi qui nous ont permis d'accélérer. Ça a été plus dur quand on voit la trésor qui baisse, quoi, parce que on vend pas suffisamment. Ça, c'est dur aussi. Et que c'était vraiment plus dur aussi pour moi cette année, ça. La R&D, en effet, c'était est-ce qu'on va y arriver ? Et puis après, moi, je me disais, est-ce qu'on va réussir ? Oui, tu sais que tu as un budget que tu avances. Et puis, mais là, effectivement... La partie vente, pour avoir toujours été en charge de ça aussi dans mes différents business, je trouve que c'est quelque chose de très difficile sur lequel tu peux aussi très facilement te remettre en question. Beaucoup, oui. Et où tu dis qu'est-ce que je peux faire de plus ? Et en fait, à un moment, t'as pas 10 bras. Non. Et puis, les journées font 24 heures et puis t'as besoin de dormir et puis quand même de penser à ta vie personnelle aussi. Et c'est vrai que je trouve que c'est hyper challengeant ça comme beaucoup, sujet. Ouais. On se dit est-ce qu'on est bien positionné, tu vois, et c'est vrai que les personnes, moi ça m'a énormément aidé cette année de vente parce qu'on s'est rendu compte que les gens nous comparaient au bois et au bambou parce qu'aussi on communiquait dans ce sens, donc on est bien plus lisse et agréable en bouche que le bambou, on est compostable domestiquement et donc tout de suite dans la tête des gens on était relié à l'usage unique. On est un couvert à usage unique et du coup en termes de prix on était 5 fois plus cher. Oui, parce que toi, c'est réutilisable. C'est ça. Et en fait, après, c'est moi, mes particuliers consommateurs, qui me disaient, Marie, mais les couverts, ils ont un design hyper élégant. J'avais esthétique, j'avais fonctionnel dans le sens où on a un couteau qui coupe, quoi. Ouais. On a vraiment, nous, développé, on travaillait vraiment d'arrache-pied pour avoir un produit qui soit vraiment... vraiment, par rapport au couvert en bois et en bambou, ça n'a rien à voir. Et du coup, c'est eux qui m'ont dit, le couvert, on le réutilise. Et donc, on s'est dit, mais en effet, il faut se positionner sur du réutilisable. Et c'est notre marché parce qu'en termes de prix, on est complètement aligné avec ce marché. Donc, on s'est un peu cassé les dents sur l'événementiel. Où il me disait, ah non, mais ton couvert à tel prix, c'est beaucoup plus cher que ce que moi j'achète. Mais à la fois, c'est bien parce que du coup, c'est un peu ce que tu disais tout à l'heure, tu as un problème, bah, c'est bien. C'est ça. Là, tu arrives en fait à nicher. Et il fallait trouver les bons arguments pour chaque segment de marché. L'événementiel, qu'est-ce qu'ils avaient envie d'entendre ? Qu'est-ce qui leur simplifiait la vie ? Qu'est-ce qui leur compliquait la vie ? Là, pareil pour la restauration emportée. Moi, ils m'ont tous dit, ton couvert, si je l'achète, il faut que je le revende parce que il est réutilisable, il est sympa, il faudrait une PLV en boutique, un emballage. Donc, on a travaillé tout ça pour que en fait, nos couverts soient revendus aux consommateurs et qu'ils les réutilisent. Et on a eu beaucoup la question cette année du lave-vaisselle. Est-ce que vos couverts passent en lave-vaisselle ? Et aujourd'hui, le laboratoire nous a certifié une dizaine de réutilisations en plonge professionnelle, donc dans la restauration emportée, 70 degrés pendant 4-5 minutes. Donc ça, c'est top parce que tout de suite, son client, il divise le prix par 10. Et donc ça, c'est un argument clé pour nous. Donc voilà, ça c'est vraiment mon travail quotidien de trouver les arguments. Là, on a lancé notre site e-commerce, tu vois, pour essayer d'être proche des particuliers aussi, parce qu'on était vraiment très proche du professionnel, enfin vraiment B2B. Aujourd'hui, on essaie d'être B2B2C. Et on a lancé un coffret de Noël, là, tu vois, en fin d'année, et avec une marque de chocolat. C'est des palets en chocolat qu'on fait dissoudre dans du lait chaud, avec un kit Reuse-It dans un colis réutilisable. Donc, c'est la marque du chocolat, c'est Oakao. Et le colis réutilisable, c'est Hop Hop Hop. Donc, tu vois, Reuse-It, Oakao et Hop Hop Hop, on a monté ce projet-là en 3 semaines pour essayer de vendre en ligne et de pouvoir proposer ce coffret. Et on a eu... tous les jours, on a des ventes, quoi. On a eu plus de 30 coffrets qui ont été commandés en une semaine, là. Ok, génial. Donc, c'est génial, ouais. Donc, on essaie de trouver... C'est hyper challengeant et à la fois, voilà. Ouais. Enfin, encore une fois, tu sais jamais ce qui va se passer et comment ça va se passer. Non. Mais t'adaptes en permanence. C'est ça.
Et là, on a reçu des fonds aussi cette année. C'est la BPI aussi qui nous a continue. Ça, c'est important aussi pour les entrepreneurs. Nous, on nous a octroyé une bourse French Tech en 2020 ou 2019, je ne me rappelle plus, sur personne physique, sur mon prénom et mon nom. Quand la société a été créée, BPI nous a dit on ne vous a pas subventionné. Je dis si. Il dit non, pas sur personne morale. Et on a une deuxième subvention qui vient de tomber. Hyper intéressant. Et ça, c'est le conseiller qui nous a dit il faut aller chercher la subvention maintenant sur personne morale. Donc c'est leurs jumelles, ils en ont deux. Il y a la subvention innovation et la bourse French Tech. Mais ça nous a permis de continuer, d'être bien cette année, quoi, tu vois. Et en plus d'un prêt d'amorçage industriel juste avant la levée de fonds. Prêt d'amorçage par BPI aussi, on est d'accord. Par BPI. Faut jongler en fait en permanence. Tout le temps. Dès que ça commence à diminuer, hop, faut aller rechercher les fonds, de la trésor, etc. Et puis continuer à avancer. Moi, j'ai hâte de recruter. C'est un sacré parcours. 5 années quand même d'entrepreneuriat. Ouais. Et je me dis, on fatigue vite quand même. J'avais une énergie, j'ai beaucoup d'énergie. Donc ça, on va me dire, non, Marie, t'as quand même beaucoup d'énergie. Mais j'en ai moins qu'avant. Ça, je le sens. Mais on a tous des limites aussi. Et on a des limites. Et aujourd'hui, je pense que je m'organise énormément. Enfin, je m'organise énormément. Tout est pas millimétré, mais je veux dire que j'ai une organisation de travail qui fait que tous les lundis matins, j'écris sur mon carnet toute ma to-do, tu vois, à faire dans la semaine. Et après, je la catégorise en prioritaire, urgente. Enfin, il y a toute une organisation comme ça. Et ensuite, sur la semaine, qu'est-ce que je fais lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi ? Et vendredi, qu'est-ce que je dois avoir terminé de faire, qui est urgent vraiment. Et ça, nous, on a un point associé aussi, tous les mois. On fait un déjeuner associé. Ça, c'est hyper important, je trouve. C'est vrai que je parle le plus de choses sur quoi on a été coaché pour avancer. Donc, le déj associé, c'est vraiment notre vie perso, comment tu vas. C'est même pas réussite où ça va, c'est vraiment voir où on en est, comment on avance, est-ce qu'on a toujours la même ambition, parce qu'on est deux, en fait. On est deux fondateurs. Et ça, c'est important d'être aligné avec son associé. Donc avoir une ligne directive, quoi. Et aujourd'hui, on est toujours aligné sur ce qu'on veut faire. Et ça, c'est top. Je me dis 5 ans d'entrepreneuriat et on est toujours sur la même longueur d'onde et toujours bien répartis avec les tâches. Et tous les lundis ou les vendredis, on se fait un point avec Armand sur tous les sujets, parce qu'il y en a énormément, que ce soit opérationnel. J'imagine, dans tout ce que tu racontes, moi je vois la charge de travail. Ouais. Je me dis que vous ne devez pas arrêter quand même. On n'arrête pas. Et je pense qu'on n'a pas suffisamment de recul. Donc moi, c'est ma famille ou même Eva, dans notre équipe, qui me dit, même qui m'a vue l'année dernière dans un état, elle me disait, là, il faut s'arrêter, quoi. On ne prend pas assez de vacances. Et tu vois, je ne vais pas dire obligée, mais cette année, je me suis dit, j'ai compris comment je fonctionnais. Je suis un peu une machine, donc en termes de production, d'efficacité, je peux aller très vite dans les semaines, mais au bout de 2 mois, il faut que je prenne des vacances. Ouais. Et donc, j'ai appris ça. Je me pose des vacances tous les 2 mois. Soit c'est 1 semaine, soit c'est 3 jours. Mais je fais attention à ça. Parce que je sais que je peux être très rapide, très efficace. Mais ça, c'est aussi avec l'expérience. Je pense qu'on fait tous l'erreur quand on se lance. Moi, la première, au démarrage. En plus, pour le coup, nous, entrepreneurs en couple. Oui, bah oui. Donc, c'est vrai qu'il n'y avait aucune limite. Tout était mélangé en permanence. Et puis, on s'est un petit peu cassé les dents. En plus, on a eu assez vite notre première fille. Et ça nous a poussé littéralement à repenser un peu nos priorités. Mais il a fallu qu'on se casse les dents aussi pour comprendre où étaient les priorités. Oui. Et puis encore des fois, on a tendance à vite oublier. Et puis la vie te rappelle que attention quand même. C'est bien l'entrepreneuriat, c'est bien de s'investir à 100%. Mais si t'es pas bien aussi dans ta vie personnelle, si t'es pas reposé, t'es beaucoup moins efficace en fait dans ta vie pro aussi. Même si tout est lié, il faut quand même être assez prudent, quoi. Ouais. Et tu vois, je me suis rendu compte de 3 choses, moi, qui sont, si je regarde vraiment moi, mon bien-être personnel, sans que ce soit affecté par les autres, je veux dire, la vie sociale, c'est hyper important, mais moi, c'est bien manger, bien dormir et faire du sport. Et je peux pas, bien manger, c'est hyper important pour tout le monde, mais moi, je me rends compte tout de suite quand je dors pas assez, quand je mange pas bien, ça va pas du tout. Et je vois très, très vite, parce qu'il faut que je garde encore
je sais pas comment dire, toujours il faut que tu aies un bon niveau d'énergie, en fait, tout simplement, comme boire. Donc, je sais que c'est un sujet aussi, on a tendance à oublier, on boit pas, etc. Et puis en fait, ça moi j'ai un thermos d'1 litre et je peux dire que énergie. Je fais comme ça maintenant. Tu vois, moi j'avais tendance quand j'étais focus travail. Des fois j'en ris avec les entrepreneurs que j'accompagne en leur disant mais moi, je m'arrête pas de bosser, c'est-à-dire que même si j'ai envie d'aller faire pipi, j'y vais pas parce que en fait je bosse, j'avance et il m'est déjà arrivé d'aller avec mon ordinateur sur les toilettes pour la petite anecdote, mais parce que pareil, focus et en fait ça avec le recul maintenant on fait plus Ouais, stop quoi. Et puis pareil, du coup j'ai ma gourde d'1 litre et je bois parce que j'avais tendance à m'oublier quand j'étais focus dans le travail. C'est vrai qu'on a tendance à s'oublier. Mais bon, on est quand même à la tête de nos entreprises. Nos entreprises ont besoin de nous, donc si on s'oublie et que ça va pas, c'est quand même compliqué. Quoi. C'est ça. Il faut surtout qu'on est moteur, donc si on n'est plus là, ça n'avance pas. Donc notre bien-être entre associés fondateurs, c'est la priorité. Et moi, ma santé est la priorité, tu vois. Donc ça, parce que c'est l'expérience qui parle. T'as quel âge ? 30 ans. Quelle maturité quand même, c'est dingue. Ah ouais. Non, c'est parce que j'ai vécu des choses difficiles aussi avant. L'entrepreneuriat. Aussi. Okay. Et du coup, c'est ma priorité. C'est-à-dire que c'est vraiment ça aujourd'hui. Et du coup, après, il y a tout qui en découle de si je suis pas bien une matinée, je peux pas me forcer en fait. Je suis obligée de prendre soin de moi quelques temps, que ce soit 30 minutes, 1 heure, 2 heures. Tu t'écoutes quoi. Je m'écoute complètement. Et ça a changé beaucoup de choses, que je m'écoute de plus en plus. C'est pas dire que je me suis jamais écoutée, mais je m'écoute de plus en plus. Et j'ai une routine sport aussi très importante où j'ai le mardi, le jeudi et le week-end de la danse. Et ça, c'est ma vie. Ça fait 27 ans que je danse, tu vois. Ok. Et si un jour j'ai un autre projet, ça serait peut-être la danse. Et donc j'ai commencé en maternelle à 3 ans. J'ai jamais arrêté. J'ai quand même fait 22 ans de modern jazz avec un haut niveau aussi. On était en compétition au niveau régional. Puis de la danse contemporaine pendant 6 ans, de la danse rock'n'roll pendant 4 ans. Tout ça en même temps, je l'ai cumulé. Et c'est-à-dire que moi je me rappelle quand j'étais au lycée, lundi j'étais à la danse, le soir, mardi aussi, le jeudi aussi. Le mercredi j'étais au dessin. C'est presque dingue en fait que tu aies eu quand même ce projet, cette intention de t'intéresser aux emballages alors qu'en fait tu avais une passion à côté. Oui, c'est vrai. Même je me rappelle qu'au lycée, je faisais beaucoup de dessins aussi. Donc le mercredi soir, j'étais au dessin. Le dimanche matin, j'étais à la piscine. Donc, tu vois, il y a juste un jour dans la semaine où je faisais rien, c'était le samedi. Et donc, j'ai toujours, en termes de sport et d'activité, donc, dire que le soir, je faisais mes devoirs, etc. Mais j'étais tout de suite à la danse de 19h à 21h, quoi. Et donc, je m'organisais énormément le week-end, par exemple. Donc, j'ai toujours eu cette méthode de m'organiser à l'avance parce que le lundi, j'étais à la danse, quoi. Et le mardi aussi. Et le mercredi, on sent que ça t'a servi, du coup. Et ça, c'est quelque chose... ça m'a énormément servi et je sens que j'ai pas eu trop de stress, tu vois, dans mon cursus collège, lycée, études. J'ai jamais eu d'insomnie, j'ai jamais eu ce sujet-là parce que je pense que j'avais cette routine et au contraire, les problématiques de sommeil, les problématiques de stress sont venues dans la vie pro parce que j'avais beaucoup moins de sport et beaucoup moins de repères et beaucoup moins... Donc ça, je me le remets parce que c'est primordial pour moi, quoi. Et donc, en effet, post-lycée, en terminale, j'avais hésité. Soit je faisais vraiment un cursus ingé, agro, soit ma prof de dessin me dit tu peux faire une mana. Tu peux faire, c'est les manas, c'est les prépas arts pour intégrer des écoles d'art. Mais je me suis toujours dit, le côté artistique, dessin, danse, restera ma passion, et j'ai envie de m'investir dans un projet scientifique et technique, quoi. Ok, génial. Mais c'est bien d'avoir plusieurs choses parce que ça, c'est important aussi. Tu vois, on en parlait justement en off aussi avant. Moi, si je suis focalisée réussite tout le temps, et personne, en fait, n'est capable, en tant qu'entrepreneur, de penser que à son business. Sinon, sinon tu pètes un câble. C'est ça. T'as plus de prise de recul. T'as ta famille, le problème. Ouais. T'as tes proches. Donc, moi, j'ai ma vie sociale, ma vie amoureuse, ma vie sportive et ma vie familiale. Et ça, ce sont des piliers qui ont une importance aussi importante que ma société parce que je peux pas fonctionner qu'en pensant à réussite toute la journée, quoi. Même un bel équilibre, par contre. T'as un bel équilibre. Ouais, j'essaye. Et c'est important c'est un marathon, l'entrepreneuriat. Donc,
Je le dis tout le temps, je le dis systématiquement. Je pense que tous les entrepreneurs qui passent par l'académie, je leur dis, l'entrepreneuriat, ce n'est pas un sprint, c'est un marathon. Et c'est exactement ça, il faut tenir dans la durée. Donc, comment tu tiens dans la durée, tu prends soin de toi, tu anticipes un bon les financements, tu sais où tu vas. Je pense que ça, c'est quelque chose qui est très commun, tu vois, avec Armand, c'est qu'on sait où on veut aller, quoi. Et ça nous a laissé un cap tout le long du projet, même si on a bien sûr eu des changements. Et ce qui est important dans chaque... Oui, tu as la direction, après le chemin. Le chemin, on ne sait pas. Et assez sinueux parfois, mais vous y allez quand même. On y va quand même. Et tu vois, on a rencontré avec Elena, Emmanuel Grenier, qui est l'ancien PDG de Cdiscount. Je ne sais pas si elle t'en a peut-être pas parlé. Non, mais par contre, j'ai vu passer sur les réseaux. Ouais. Et c'était un moment très fort pour toutes les deux parce qu'on était vraiment privés avec lui, en duo, face à quelqu'un qui a une expérience de dingue et qui a plein de conseils à nous donner. Chacune de notre tour, on a pu parler de nos entreprises. Et je me souviens très bien que, tu vois, par rapport à notre sujet, moi, il me disait, mais t'as pas de problème aujourd'hui. Et je dis, bah si, le commerce est compliqué, le prix, le positionnement. Il me dit, mais t'as réussi à trouver des solutions. T'as à chaque fois détourné. Et c'est vrai que je me dis toujours, on a un problème, mais il faut trouver en effet, ok, le réutilisable, comment faire en sorte que les gens nous pensent réutilisable. On va faire un pochon, tu vois, un pochon en coton, et les gens pourront le garder dans leur sac tout de suite, par rapport à ce qu'on me disait en 2019. Le problème du prix, du coup, c'est moins un sujet parce qu'on le vend réutilisable, on le personnalise au nom de l'entreprise. Et il me dit, t'as réussi à chaque fois à switcher. Et je pense que ça, en tant qu'entrepreneur, c'est hyper important de ne pas être têtu sur « moi, je veux faire ça », mais c'est que ton client qui est capable de t'apporter c'est lui qui va t'acheter. Donc, c'est lui qui a aussi... De toute façon, si tu restes focus sur ton idée et que tu n'es pas à l'écoute, à un moment, tu vas te planter. Oui. C'est le marché, en fait. Il faut écouter son marché, son client. Sinon, on n'a pas de perspective de développement et même de court terme, moyen ou long terme, quoi. Eh bien, bien chouette parcours, en tout cas. Donc, ça fait déjà 5 ans. Qu'est-ce qu'on te souhaite pour les 5 prochaines années? Est-ce qu'on part sur le cap des 10 ans cette fois-ci? Le cap des 10 ans, pour réussite? Ouais. Et pourquoi pas? Moi, ça y est, ça fait 10 ans, là, il y a quelques jours. C'est vrai? Ouais, Fête des Lumières 2013. Ouais. Ouais, ça, ouais. Toi, ça t'as quel âge? Un petit coup quand même, 31. 31. Ah oui, t'as un an plus que moi. Ouais. T'as commencé en sortie d'alternance, tu disais tout à l'heure. Eh ben, j'ai même arrêté en cours de route mes études. Ouais, pour m'y consacrer à 100%, parce que je sentais que c'était ça. C'était ça, quoi. Après, ça devient une évidence, tu sais, tu le sens que c'est une évidence. Ouais, mais tu sais, je parlais d'une petite étincelle dans un précédent podcast, avec Sixtine d'ailleurs. Et en fait, c'est vraiment ça. J'avais toujours été à l'écoute, enfin, un peu même ébahie, tu vois, des parcours d'entrepreneurs et tout ça. Ça m'a toujours intéressée, pourtant pas d'entrepreneur dans mon cadre familial, ni même de personnes que je connaissais d'ailleurs autrement. Et je savais que je voulais devenir entrepreneur, j'avais ce besoin de liberté, d'indépendance, mais je savais pas ce que je voulais faire, comment, quand, enfin, tu vois, j'avais pas de projet, quoi. Et puis un jour, cette petite étincelle, puis tu choisis pas forcément, et puis voilà, effectivement, il y a rien qui me mettait trop sur le chemin, mais j'y suis quand même allée. Oui, puis, on n'est pas avoué forcément. Je me suis plantée sur les débuts et puis même encore sur d'autres projets. Mais tu rebondis. Et puis quand tu enregistres cette mécanique de rebondir et encore, quand ça fonctionne pas, tu finis par trouver. Donc ça marche pas. Cette année, pour moi aussi, était super challengeante avec le lancement de mon activité de mentor pour les entrepreneurs. Je me suis plantée vraiment sur certains sujets. Mais c'est pas grave, à chaque fois je me disais ok, ça marche pas, qu'est-ce que je vais faire d'autre? Qu'est-ce que je teste en fait? Je me disais, tu vois, une fois t'avances, puis tu finis par trouver. Puis c'est ce qui s'est passé du coup avec le lancement de l'académie. Et ça, c'est juste incroyable. Mais ça n'a pas été facile. Non, ouais. Et ça, c'est hyper important aussi pour les entrepreneurs qui nous écoutent, c'est que ça n'arrive pas en un claquement de doigts. Non, quoi. Pas du tout, c'est vrai. On a l'impression, parce que via les réseaux sociaux, on a l'impression que le succès est direct et immédiat, mais on filme les personnes souvent 4, 5, 6 ans après qu'ils aient commencé. Exactement, ouais, tout à fait. Et ça, il faut en être conscient, c'est vrai. Et pour répondre à ta question sur les 5 prochaines années, moi, j'espère qu'on fera évoluer l'équipe, tu vois, qu'on sera plus nombreux, qu'on ait un vrai impact
Là, on va lancer une analyse de cycle de vie pour vraiment montrer quel est l'impact, tu vois, d'acheter un couvert comme nous. C'est hyper intéressant de partir sur ce sujet. Sur le sujet de l'impact, c'est ça qui est primordial aujourd'hui. Les gens, ils vont payer pour un impact, pour qu'est-ce que je gagne en fait à avoir Reusite à la place de couverts en bambou, en bois, en plastique, en bagasse. Ça, c'est hyper important. Développer non pas que des couverts, mais une gamme de vaisselle, l'étendre à tous les produits du quotidien dans la vente à emporter. Être sur plusieurs marchés différents. J'espère qu'un jour on sera dans des grandes surfaces, comme on sera dans la restauration collective. J'en doute pas, c'est qu'une question de temps. Et ça, c'est important. L'humain, l'impact, la perspective, les ambitions de croissance, c'est déjà très bien. Et si c'était à refaire? Moi, j'aurais fait pareil. Ouais. J'ai pas de regrets, tu vois. Je me dis, à chaque fois, on a appris et je garde pas de souvenirs douloureux. Ça aussi, il n'y a pas de sujet traumatisant, il y a que des sujets. Après, moi, j'ai une notion de l'échec qui est moins douloureuse que d'autres. J'aime pas ce terme échec parce que on a trop peut-être mis en avant le terme de bonheur, le terme de réussite, le terme de succès, le terme ambition. Mais le terme échec est génial aussi parce que faut pas le considérer comme fort. Moi, je me suis trompée, mais je me suis jamais dit c'est horrible ou qu'est-ce que j'ai fait. Mais au contraire, t'apprends tellement. Au contraire, je me suis dit c'est génial. Tu as encore ce truc de mais c'est bien, il m'a expliqué quelque chose, il m'a appris quelque chose. Ouais. C'est une bonne philosophie, j'ai exactement la même. À chaque fois qu'il nous arrive une merde, mais que ce soit à titre pro ou aussi à titre perso, chaque fois je me dis ok, qu'est-ce qu'on va apprendre quoi. C'est ça. Qu'est-ce qu'on va apprendre, qui on va être demain. Et je suis comme toi, je suis persuadée que si j'avais pas vécu tous ces échecs, j'en serais pas là aujourd'hui, je serais pas la personne que je suis. Je me dis que pour mes enfants en plus, en l'occurrence, leur apprendre l'échec c'est hyper important. Et puis en plus tu vois que malgré tout, dans les écoles, tu vois, t'as des... Voilà, en fait, on pointe du doigt l'échec. Beaucoup trop. Et je pense que c'est ça aussi que moi, tu vois, j'aimerais être beaucoup plus présente dans je suis bénévole dans une association qui s'appelle 100 000 entrepreneurs où j'interviens dans les structures, que ce soit des collèges, des lycées, l'enseignement supérieur, en tant que chef d'entreprise, pour leur expliquer mon métier, la réalité de l'entrepreneuriat et ce qu'on fait et comment ça se passe, quoi. Parce que j'aurais voulu avoir ça. À l'époque, j'aurais voulu avoir des personnes qui me montrent leur vrai métier. Et je trouve qu'en ayant tu vois, vu d'autres pays, notamment les pays nordiques, j'ai quand même été aux Pays-Bas et au Danemark. Ça, c'était une expérience vraiment clé pour moi parce que là-bas, on t'apprend l'empathie très vite dans les crèches, à prendre soin de l'autre, à le respecter. En France, on a un système qui est différent et je ne veux pas le critiquer non plus, mais je pense qu'on a beaucoup à apprendre d'autres pays. Certain. Et la notion en effet, des mauvaises notes, en effet, tu vois, de pointer du doigt au lycée, énormément de personnes de mon lycée, je me souviens qu'il y avait des difficultés. C'était t'es nul en maths, t'es nul en français, t'es nul en physique. Et tu sais, ça commence vraiment même bien avant ça. Parce le collège aussi. Notre grande... et encore même avant, tu vois, notre grande fille à 8 ans versus la petite dernière qui a 2 ans, mais Anna a 8 ans. Et tu vois, à l'école, pourtant la maîtresse, pour le coup, elle met vraiment en place des choses. Mais tu te rends compte que c'est, tu vois, on souligne en rouge ce qui va pas et plutôt que de tu soulignes en vert tout ce qui va. Et la maîtresse fait un truc plutôt intéressant, c'est que par exemple sur une dictée, elle dit t'es à 87% par exemple. Oui. Et tu vois, je trouve ça intéressant. 87%, t'es beaucoup plus proche des 100% que quand on te dit t'as X erreurs quoi. C'est vrai. Donc c'est vrai qu'on essaie. Et c'est souvent la façon dont tu as été en effet noté, jugé. C'est un énorme impact. Et c'est un énorme impact, la façon dont on va fonctionner. Et le fait qu'on soit bloqué en fait, je suis nulle, j'ai pas réussi à vendre ce contrat-là, ou je suis nulle parce qu'on a... Non, c'est pas grave, quoi. En effet, c'est le pourcentage. Je pense qu'il faut aller voir comme un pourcentage tout le temps de... On a 5, et puis, on a 10, pas encore réussi. Et j'ai pas encore réussi. Je vais y arriver. Oui, c'est ça, je vais y arriver. Ouais. C'était hyper inspirant. Merci beaucoup, Marie, pour ton intervention. À tellement de bons conseils, une vision de l'entrepreneuriat, des échecs, comme tu le disais à l'instant, qui est hyper forte. Et j'espère que ça va inspirer tous les auditeurs qui nous écoutent. Mais j'espère. En tout cas, merci encore. Et puis, je te dis à très vite. On continue à se suivre, évidemment. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.